la liberté de parole, Oui. quand c'est des propos haineux, Alors, est-ce que ça reste la liberté de parole acceptable? je crois qu'on va voir un échange qu'on a eu il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on entend par propos haineux? Ben, je vous pose la question. Je le constate qu'aujourd'hui, si par exemple je redonne mon exemple de tantôt, madame est devenue monsieur, Oui. et en tant que monsieur, il accouche. Je suis désolé, mais non, jamais un homme ne pourra accoucher. Dire cela en Europe, vous pouvez être accusé de transphobie. Si vous constatez, c'est un propos haineux, si vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise avec l'immigration massive, qui fait en sorte qu'il n'y a pas la rencontre des cultures pour donner un choc des cultures, on peut vous accuser de racisme et de xénophobie. Donc le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à criminaliser, à pénaliser toute remise en question d'une forme de, vous savez, le progressisme obligatoire, le politiquement correct. Ouais. Donc, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. C'est par exemple, si je vous disais, Guilla, que je vais vous lancer une hache au visage, vous diriez que c'est haineux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui. Il a déjà dit parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage. Donc ça, pour moi, c'est haineux, par exemple. Flashback. Tu voudrais devenir lanceur de hache à perpétuité? Non, quand même pas. Mais je me suis dit probablement que j'ai été un bûcheron dans une autre vie. Ah ouais? Je me verrais, moi, avec des bottes en loup marin, puis une chemise à carreaux, une grosse barbe épaisse, des poignets larges de même, Ouais. puis à jondeler des cocottes de pain en faisant de la drave. C'est quelque chose, je sais pas, Mathieu Bock côté comme cible. Hey, c'est clair, hein? Ça a le mérite d'être très clair. End of flashback. Mais, je pardonne. Mais cela dit, moi, je parle pas de ça. Je parle de propos politiques. Et je constate qu'aujourd'hui, on cherche à pénaliser ce qui relève globalement du conservatisme. OK. Ouch. Parlons d'immigration. Vous dites que l'immigration menace notre civilisation. Vous cherchez dans votre livre à légitimer la théorie du grand remplacement. Ah bon? Il veut que des élites s'organisent une espèce de mise en minorité des Français dits de souche par des immigrés venus de l'extérieur de l'Europe. Dans votre livre, vous dites ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Premièrement, Pourquoi vous défendez une théorie conspirationniste et raciste? Premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Je ne considère pas que c'est un terme qui est tellement usé qu'il n'est plus utilisable aujourd'hui. Ensuite, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit le grand remplacement, il existe. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va renouveler nos sociétés, ça va nous transformer démographiquement. Donc, je constate que le grand remplacement, c'est pas un concept que j'utilise. J'insiste. Mais quand certains disent ça existe et c'est mal, ça, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Si vous dites ça existe et c'est bien, alors là, vous êtes un progressiste remarquable et cosmopolite. Laissons de côté ce concept de grand remplacement que je n'utilise pas et parlons simplement de réalité. Une immigration si massive qu'elle déborde nos capacités d'intégration. Quand vous voyez ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut donner ce qu'on voit en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles. Vous voyez à Londres aussi. Puis à Montréal, dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on a une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration, à Montréal comme à Laval, le français va devenir minoritaire. Et si on ne comprend pas que le fait de devenir minoritaire chez soi, le fait de devenir étranger en son propre pays, et pourquoi? Dans notre cas, parce que le fait de parler français, ça va être un accommodement raisonnable qu'on va nous accorder dans quelques années, parce que dans les faits, nous ne serons plus la norme. Vous allez voir à ce moment-là, peu importe la manière dont vous nommez ça, ce n'est pas agréable. Ouch. Une trop grande partie du commentariat aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, se contente de dire Trump méchant, Trump pas gentil, Trump pas fin, sans chercher à comprendre ce qui s'est exprimé à travers lui, à travers ce personnage ubuesque, brutal, grotesque, mais il y a quelque chose qui s'est exprimé à travers lui, un désir d'enracinement, une critique d'élite déréglée, je le pense aussi, un appel à un retour à la nation, un retour aux frontières, un retour aux identités, et le personnage lui-même ne doit pas faire écran sur les tendances lourdes qu'il a canalisées. Parce que ça vous déplaît pas, ça? Le retour aux identités nationales, ça me déplaît pas. J'espère que non. Le retour à une certaine maîtrise des frontières, je pense que c'est une bonne chose. Le fait de déconstruire le politiquement correct, je pense que c'est une bonne chose de le déconstruire. Ensuite, je suis très heureux de voir qu'au Québec, on puisse le faire d'autres manières. OK. Ouch. On continue. Vous comparez l'Union européenne à l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un regroupement d'États totalitaires, un régime répressif qui a fait des millions de morts. Quel rapprochement vous faites avec l'Union européenne, une fédération d'États jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques? Alors, jusqu'aux dernières nouvelles démocratiques. On laisse de côté les millions de morts, évidemment. Je ne dis pas que l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'URSS. Ça va de soi. Je dis que certains des travers les plus inquiétants qu'on a connus en URSS se reproduisent aujourd'hui. Tel que? Par exemple, la volonté d'assimiler tout désaccord avec l'époque à des propos haineux. Je vais vous donner un exemple, bien que ce pays ait quitté l'Union européenne récemment.
En Grande-Bretagne, aujourd'hui, vous pouvez avoir la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin parce qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez fait un tweet que les autorités officielles disent c'est un tweet haineux. Mais la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin pour un propos qui choque les uns les autres, je trouve ça soviétique. Quand on voit, comme on le voit en France aujourd'hui, certains disent, bon, ils sont inquiets de l'arrivée des conservateurs, des populistes, des identitaires, appelez-les comme vous voulez au pouvoir. Ils disent, il faut faire en sorte que si jamais ils arrivent au pouvoir, ils ne puissent pas tenir le référendum qu'ils veulent tenir, parce que le peuple est trop inquiétant. Dans leur esprit, trop souvent, le peuple, c'est une masse qui agrège des préjugés inquiétants, et dès lors, il faudrait protéger la démocratie contre le peuple. Et ça, je pourrais multiplier les exemples, je pense que la méfiance envers le peuple, la méfiance envers la démocratie, la méfiance envers la liberté d'expression, tout ça au nom d'une conception, une forme de progrès P majuscule, dans les faits, ça nous conduit à une forme de nouvel autoritarisme qui ne dit pas son nom. Ouch! C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous. Proposé par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains. Non, ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça, ça vous choque? Non. Ouch! Bon, alors moi je dis la même chose, donc je vous choque pas. Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40 ans après lui. Vous pensez que ça va mieux aujourd'hui, vraiment, à ce point-là? L'écrivaine Kim Thuy, qui est arrivée au Canada avec sa famille en tant que réfugiée, a déploré le discours sur l'immigration qui a changé au Québec, selon elle, Manon. Et quand on nous dit, oui, vous avez peur des immigrants, puis on vous le répète tout le temps, puis c'est eux les problèmes, ou c'est eux la cause de tous vos problèmes, bien, on finit par le croire. Dans votre chronique Journal de Montréal, vous lui avez répondu que le Québec ne méritait pas son petit crachat. Oui. Kim Thuy, c'est une immigrante qui est bien implantée dans son pays d'adoption depuis des décennies. Est-ce qu'elle a le droit d'être critique envers son pays? Mais bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui m'avait désolé dans cette critique, dans cette intervention, pardonnez-moi, c'est qu'elle avait dit « Je pense m'exiler ailleurs dans une terre plus hospitalière ». Et là, j'ai juste fait le tour, j'ai dit « Bon, on va regarder ». Aux États-Unis avec Trump, probablement pas. En Grande-Bretagne, il y a eu une marche immense contre l'immigration massive, je suppose que non. En Italie, où le gouvernement s'est engagé sur une politique migratoire stricte, probablement pas. Donc je disais que critiquer le Québec, évidemment, je passe mon temps à critiquer nos travers, mais dire j'ai envie de quitter ce pays parce que finalement il n'est plus à la hauteur de mes idéaux, je trouvais que c'était un crachat inutile. J'ai tout le respect du monde pour Kim Thuy, c'est une écrivaine remarquable, mais sur cette question-là, dire je vais jouer à l'exil, mais pour aller où exactement? Moi, personnellement, j'ai pas de pays de rechange. Hein. Je travaille en France parce que c'est un immense bonheur pour moi d'y être, mais mon pays, j'ai pas de pays de rechange, j'ai que le Québec. OK. Ouch, baby. Ruba Gazelle dit pourquoi une écrasante majorité de personnes immigrantes font le choix de dire non à ce projet? C'est factuel, faut le reconnaître tout simplement. Ce n'est pas détester les immigrants que de constater que là où il y a une zone de croissance pour l'appui à l'indépendance du Québec, c'est surtout chez les francophones et chez ceux qui s'y intègrent. Puis accuser de racisme, comment on le fait trop souvent? Ceux qui disent qu'il faut mieux maîtriser l'immigration, ceux qui plaident pour la laïcité. Ça fait plus que 30 secondes, là. J'ai compté. Alors, non, je pense mais que ça fait plus que 30 secondes. parce que je l'ai lu avec intérêt et je me désole qu'on accuse de racisme trop souvent des gens qui ont une forme de réalisme en matière d'immigration, qui détestent pas du tout les gens venus d'ailleurs, mais qui constatent que le nombre et le nombre comptent. Et quand on est capable d'intégrer, ça fonctionne bien, mais aujourd'hui, on ne l'est plus capable d'intégrer. Ça ouvre la porte au racisme, en tout cas. Oui. Non. Cette manie de voir du racisme partout, franchement, ça m'exaspère. Excusez-moi, c'est... On peut vous quitter? Ouch!